Mon frère a texté, tu vas CO signer mon nouveau camion. Puis ma mère a menacé de me couper les ponts quand j'ai refusé. Alors, j'ai annulé notre ligne de crédit partagée et j'ai arrêté de payer pour les mauvais choix des autres. Mon frère a texté à 7h36 un mercredi matin. Pas de bonjour, pas d'explication, pas même un point d'interrogation. J'ai répondu, tu rêves. 10 minutes plus tard, ma mère a envoyé sa réponse en majuscule, refuse, et tu es exclu des réunions de famille. Je m'appelle Léa Dubois. J'ai 34 ans et j'enquête sur des sinistres maritimes suspects à Lyon, en France. Je passe mes journées à exposer des accidents de bateaux mis en scène, des factures de réparation gonflées et des personnes qui croient que les liens familiaux peuvent les protéger des conséquences. Pourtant, pendant des années, j'avais ignoré le même schéma au sein de ma propre famille. Mon frère avait déjà détruit une voiture financée en roulant à toute vitesse dans un passage souterrain inondé, puis il avait blâmé le moteur, la ville et tout le monde sauf lui-même. Ma mère avait couvert la franchise et l'avait qualifié de malchanceux. C'était son mot chaque fois qu'il créait un désastre que quelqu'un d'autre devait payer. Maintenant, il voulait un pick-up de luxe coûtant plus cher que mon premier apport pour une maison, et il s'attendait à ce que mon crédit rende cela possible. Ils avaient oublié un détail. Des années plus tôt, j'avais ouvert une ligne de crédit d'entreprise d'urgence pour sauver la société de traiteurs de ma mère. Elle et mon frère étaient des utilisateurs autorisés, mais j'étais la garante. Cette nuit-là, j'ai appelé la banque, retiré les 2 utilisateurs, annulé toutes les cartes liées et gelé le solde restant. À 8h15 le lendemain matin, mon téléphone affichait 63 appels manqués. Un responsable de concession avait appelé 2 fois. Ma mère avait appelé 21 fois. Mon frère avait laissé un message vocal disant « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. » Il avait raison. Je n'en avais pas. Pas encore. Avant de vous dire ce qu'il a dit ensuite et ce que j'ai découvert après avoir refusé de le secourir à nouveau, dites-moi quelle heure il est chez vous et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où ce secret de famille voyage. À 8h18, j'ai écouté le message vocal de Julien. Appelle la banque et annule ça tout de suite. Il a claqué. Tu m'as embarrassé à la concession. Les paiements du traiteur de maman sont gelés. Tu es en train de détruire 2 gagne-pains parce que tu t'es réveillée en te sentant puissante derrière lui. J'ai entendu quelqu'un demander s'il avait un autre moyen de paiement. Julien a juré avant que l'enregistrement ne se termine. Le message de la concession a révélé ce qu'il avait caché. À exactement 8h15, il avait tenté de débiter un acompte de 11 800 € pour un nouveau pick-up noir sur notre ligne de crédit partagée. Il avait déjà négocié le véhicule, signé des documents préliminaires et présenté le compte comme une somme d'argent disponible pour lui. Il avait supposé que je co-signerais après, car refuser me rendrait responsable de la ruine de l'accord. C'était la stratégie de Julien. Il ne demandait jamais avant de créer une urgence. Il créait l'urgence d'abord, puis la confiait à la personne la plus susceptible d'éviter une catastrophe publique. J'ai appelé le service des fraudes de la banque au lieu de l'appeler. La représentante a confirmé 3 tentatives de transactions importantes au cours des 24 heures précédentes. L'acompte de la concession, un paiement de 2 600 € à une société de consolidation de dettes et un virement de 1 950 € vers un compte inconnu. Tous avaient échoué après le gel. Elle m'a conseillé de consulter 18 mois de relevé. La réponse était là, dans de jolies colonnes. Julien avait utilisé la ligne pour des restaurants, des avances de fonds pour le carburant, des dettes personnelles et des dépôts pour des paris sportifs déguisés via des services de paiement. Ma mère effectuait des paiements juste assez importants pour éviter le défaut. Le solde avait dépassé 34 000 €. Les relevés étaient envoyés à une ancienne adresse e-mail professionnelle qu'elle gérait lorsque j'avais aidé à établir sa société de traiteurs. Je lui faisais confiance pour m'alerter si quoi que ce soit changeait. Elle ne m'a alerté que lorsque les dépenses ont cessé. À 8h41, elle a rappelé. Léa, Dieu merci. Il y a eu un malentendu. Non, j'ai dit, il y a eu 34 000 € de choses que je n'étais pas autorisée à voir. Après un court silence, sa voix est devenue douce et blessée. Ton frère a des difficultés. Je protégeais sa dignité.
Avec mon crédit? Avec les ressources de la famille? Ce n'est pas le compte de la famille, c'est le mien, a-t-elle soupiré. Cette attitude est exactement la raison pour laquelle les gens pensent que tu as changé. La réponse à « Quels gens ?» est arrivée immédiatement. Ma tante a demandé pourquoi j'avais fermé l'entreprise de ma mère. Un cousin voulait savoir pourquoi j'avais laissé Julien sans moyen de transport. Un autre parent a dit que ma mère pleurait si fort qu'elle pouvait à peine parler. En 1 heure, Madame Dubois avait transformé des dépenses non autorisées en une histoire de fille à succès punissant sa famille en difficulté. Elle a omis de mentionner que sa société de traiteurs n'avait pas utilisé la ligne pour des dépenses légitimes depuis près de 2 ans. Elle a également admis que Julien possédait une berline fonctionnelle. Il la considérait simplement comme embarrassante parce qu'un collègue avait acheté un nouveau camion. À midi, la discussion de groupe familial contenait 47 messages. Julien prétendait que j'étais devenue froide après avoir reçu une promotion. Ma mère disait que ma carrière me rendait méfiante envers tout le monde. Un oncle m'a rappelé qu'il m'avait soutenue avant que je ne réussisse. J'ai tapé 3 réponses et je les ai toutes supprimées. Me défendre dans ce chat ne ferait que leur donner des mots à déformer. Au lieu de cela, j'ai exporté les relevés, changé l'ancien mot de passe de l'email et sécurisé chaque enregistrement. À 13h20, ma superviseure, Renée Dupont, m'a appelé dans son bureau. Quelqu'un avait déposé une plainte m'accusant d'intimider des personnes financièrement vulnérables et d'abuser d'informations confidentielles pour une vengeance personnelle. L'expéditeur prétendait être un ancien client, mais n'a fourni ni numéro de sinistre, ni nom de navire, ni identité vérifiable. La plainte contenait un langage copié de ma biographie d'entreprise. Julien était allé au-delà des ragots familiaux. Il s'attaquait à ma carrière. René me connaissait depuis 6 ans et a reconnu la plainte comme suspecte, mais la politique exigeait un examen. Jusqu'à ce qu'elle soit résolue, je serais retiré de 2 enquêtes majeures. Julien savait que des accusations concernant l'éthique professionnelle pouvaient nuire à un enquêteur même après avoir été réfutées. Il avait délibérément construit un mensonge pour menacer la partie de ma vie qu'il savait que je valorisais le plus. À 14h06, il a texté: tout cela peut s'arrêter si tu règles la ligne de crédit. J'ai pris une capture d'écran et j'ai répondu: merci de l'avoir mis par écrit. L'indicateur de saisie est apparu, a disparu, puis est revenu. Aucune réponse n'est venue. Cet après-midi-là, j'ai examiné une demande d'indemnisation pour un incendie de marina pour un électricien à la retraite nommé Monsieur Bertrand. Son assureur avait classé par erreur des équipements de sécurité essentiels comme des améliorations cosmétiques. Corriger l'erreur a augmenté son règlement suffisamment pour sauver sa petite entreprise de location de bateaux. Quand je l'ai appelé, il est devenu silencieux. « Vous venez de sauver mon gagne-pain », a-t-il dit. Au même moment, ma famille disait à tout le monde que je détruisais des gagne-pains. La différence était simple. Monsieur Bertrand a fourni des registres honnêtes et a accepté ses responsabilités. Julien voulait que je finance un fantasme et que j'appelle ça de la loyauté. Ce soir-là, un client commercial m'a envoyé un email me demandant si des rumeurs sur ma situation familiale instable devaient l'inquiéter. Julien avait contacté l'un des propriétaires de marina liés à mon travail et lui avait dit que j'étais sous enquête pour faute financière. J'ai transféré l'email à René, en ai sauvegardé une copie et j'ai appelé un avocat recommandé par mon entreprise. À ce moment-là, je ne me sentais plus coupable. Je me sentais concentré. La question n'était plus de savoir si je co-signerais un camion. C'était de savoir jusqu'où Julien et ma mère étaient allés parce qu'ils croyaient que je n'examinerais jamais les dossiers. Julien est arrivé chez moi 2 soirs plus tard à 21h12. Je connaissais l'heure exacte parce que ma caméra de sonnette l'a enregistré regardant dans l'objectif et le couvrant de sa main. Il avait apparemment oublié la caméra latérale au-dessus de mon garage. Il a frappé assez fort pour faire trembler les photos dans mon couloir. Léa, ouvre. On règle ça ce soir. J'ai répondu à travers la porte, quitte la propriété. Je ne suis pas un étranger. Je suis ton frère. Alors comporte-toi comme tel. Il a de nouveau frappé à la porte. Maman a perdu un contrat de traiteur parce que sa carte a été refusée.
Je suis sur le point de perdre mon emploi parce que je n'ai pas de moyen de transport fiable. Tu fais semblant que c'est une autre enquête. C'est devenu une enquête quand tu as utilisé mon crédit sans permission et déposé une fausse plainte auprès de mon employeur. Il a arrêté de frapper. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu as utilisé l'expression « personne financièrement vulnérable » à la fois dans ton message à maman et dans la plainte. Tu l'as soumise après avoir visité mon profil d'entreprise. Tu es paranoïaque. Alors tu n'auras pas de problème à l'expliquer à mon avocat. Un instant, j'ai pensé qu'il allait partir. Au lieu de cela, il a donné un coup de pied à un pot de fleurs en céramique, l'a envoyé dans la rambarde, a arraché la plaque du numéro de maison du mur et l'a jeté sur l'allée. Ouvre la porte. Tu ne vas pas détruire mon avenir et te cacher derrière des avocats. J'ai composé les services d'urgence quand il a saisi la poignée et a claqué son épaule contre la porte. J'appelle la police, ai-je prévenu. Appelle-les, a-t-il crié. Je leur dirai que tu as volé de l'argent de la famille. Cette phrase a tout clarifié. Julien croyait que la confiance pouvait remplacer les preuves parce que ça avait toujours été le cas. Ma mère répétait sa version. Les proches l'acceptaient et quiconque le questionnait devenait le méchant. Mais les rapports de police n'étaient pas des dîners de famille. Les relevés bancaires ne pouvaient pas être réduits au silence par des larmes. J'ai activé toutes les caméras de sécurité de la maison. Quel argent de la famille ai-je volé? La ligne de crédit. Maman a construit cette entreprise. Elle a construit la société de traiteurs. J'ai garanti le compte. Elle l'a payé. Elle a payé les minimums après que tu l'aies dépensé. Il a donné un coup de pied au panneau inférieur de la porte. Tu penses que tu es plus intelligente que tout le monde parce que tu regardes des papiers toute la journée. Maintenant, je pense que les papiers comptent parce que les gens mentent. Des lumières rouges et bleues sont apparues dans la rue. Julien a immédiatement changé. Ses épaules se sont détendues, sa voix s'est adoucie et il a levé les mains comme s'il avait attendu calmement. Il a dit aux agents que nous avions un désaccord familial et que j'étais devenue émotive. Je leur ai montré les enregistrements avant d'ouvrir, les dommages à ma propriété, le coup contre la porte et la menace de m'accuser de vol. Julien n'a pas été arrêté parce que les dommages étaient limités et qu'il n'était pas entré dans la maison, mais les agents ont émis un avertissement d'interdiction de pénétrer et ont créé un rapport d'incident. J'ai choisi la documentation plutôt que des accusations immédiates. Ce n'était pas de la pitié. Cela établissait une chronologie avant qu'il ne puisse en inventer une. Alors que les agents l'escortaient vers la berline parfaitement fonctionnelle qu'il prétendait l'avoir laissée sans transport, il s'est retourné et a dit « Tu vas regretter d'avoir rendu ça public ». J'ai répondu « Tu l'as rendu public quand tu as contacté mon employeur ». Le lendemain matin, ma mère m'a accusé d'impliquer la police dans un malentendu privé. Elle a dit que Julien avait été humilié et poussé au-delà de ses limites. Elle n'a jamais demandé si j'avais eu peur chez moi. Son inquiétude se portait toujours sur la personne qui causait les dégâts, jamais sur la personne censée les absorber. Au travail, René m'a informé que la plainte anonyme provenait d'un réseau internet lié à l'employeur de Julien, Fourniture Navale du Rhône. Notre service juridique a envoyé un avis de conservation exigeant de l'entreprise qu'elle conserve les enregistrements du réseau. Julien vendait des moteurs marins et des équipements de navigation à bon nombre des mêmes opérateurs de marina qui me connaissaient professionnellement. En répandant des mensonges, il avait utilisé les systèmes de l'entreprise pour interférer avec une firme qui référait régulièrement des clients à son employeur. Son manager a rapidement découvert que Julien avait dit à ses collègues que j'étais instable, sous enquête criminelle et susceptible de perdre une licence professionnelle que je ne détenais même pas. Il avait également fouillé la base de données clients pour des entreprises liées à mes affaires. Le vendredi après-midi, il a été suspendu. Ma mère a appelé immédiatement. Ça va trop loin. Je suis d'accord. Alors dit à son employeur, vous avez mal compris. Non, je ne l'ai pas fait. Il pourrait perdre son emploi. Il a utilisé des informations de l'entreprise pour cibler mes clients. Il était contrarié. Être contrarié explique un sentiment. Ça n'efface pas une décision. Elle m'a accusé de me réjouir de sa chute.
Un instant, l'accusation a touché la culpabilité qu'elle m'avait inculquée. Puis j'ai regardé les dommages sur ma porte et je me suis demandé si elle appellerait ça de la joie si nos positions étaient inversées. Je ne m'en réjouis pas, ai-je dit. Je ne l'empêche simplement pas. Quand la colère a échoué, elle a pleuré. Elle m'a rappelé qu'elle nous avait élevés après la mort de notre père et a affirmé qu'elle n'avait jamais imaginé qu'un enfant se retournerait contre l'autre. Puis elle a menacé de m'exclure de Thanksgiving. Tu as déjà menacé ça avant que je ne ferme le compte, lui ai-je rappelé. Il n'a jamais été question de réparer la famille. Il s'agissait de contrôler ma réponse. J'ai mis fin à l'appel. Cette nuit-là, quelqu'un a griffé, menteuse cupide, sur la porte de mon garage. Une caméra latérale a capturé une silhouette encapuchonnée et une partie d'un véhicule avec une bosse distinctive sur le pare-chocs arrière. La berline de Julien avait les mêmes dommages. Cette fois, j'ai déposé un rapport de police formel et je leur ai donné les images. Puis j'ai ouvert les plus anciens dossiers financiers que j'ai pu trouver. Si Julien était prêt à menacer ma maison et ma carrière pour un compte gelé, je devais savoir ce que cette compte cachait d'autre. Amélie Laurent n'était pas le genre d'amie qui promettait que tout irait bien. C'était une experte comptable judiciaire qui avait passé 12 ans à trouver de l'argent que les gens affirmaient ne pas exister. Quand je lui ai montré les relevés, elle a ouvert son ordinateur portable et a demandé « Jusqu'où pouvons-nous remonter ?» Nous avons passé le samedi à faire correspondre les transactions avec d'anciennes factures de traiteurs, des documents fiscaux et des comptes d'événements familiaux. À midi, nous avions identifié 3 schémas. Le premier concernait Julien. Pendant près de 4 ans, il avait traité la ligne de crédit de l'entreprise comme un fonds d'urgence privé. Chaque fois que son solde devenait dangereux, ma mère utilisait les revenus du traiteur pour effectuer des paiements minimums. Quand le compte de l'entreprise manquait d'argent, elle transférait des fonds d'un compte intitulé Comité du patrimoine familial du bois. Le comité payait les réunions, les dons commémoratifs, les cadeaux de remise de diplômes et l'aide aux parents âgés. Les membres de la famille contribuaient chaque année parce qu'ils faisaient confiance à Madame Dubois pour le gérer de manière responsable. Le deuxième schéma impliquait des dépenses de traiteurs falsifiés. Ma mère entrait des paiements à des fournisseurs alimentaires inexistants, puis transférait des montants similaires à Julien. Certains noms de fournisseurs ressemblaient à des entreprises qui avaient fermé des années plus tôt. Amélie a trouvé 12 entrées suspectes totalisant plus de 19 000 €. Le troisième schéma me concernait. 5 ans plus tôt, ma mère avait dit qu'elle avait besoin d'argent pour une chirurgie d'urgence. J'ai envoyé 8 000 € et organisé une collecte familiale. La chirurgie était réelle, mais l'assurance en a couvert la majeure partie. Les dons restants n'ont jamais été rendus ni divulgués. 3 semaines plus tard, Julien a remboursé un solde de reprise et a emménagé dans un nouvel appartement. Je me suis souvenu d'avoir annulé des vacances, vidé un compte d'investissement et m'être excusé de ne pas pouvoir en fournir davantage. Comment appelleriez-vous cela, ai-je demandé. Amélie a étudié les dossiers. Au minimum, de la fausse déclaration et une mauvaise utilisation des fonds confiés, et selon la structure du comité et ce qu'elle a déclaré pour les impôts, peut-être plus. Je n'ai pas pleuré à la découverte. C'était trop précis. Ma mère n'avait pas seulement favorisé Julien. Elle avait construit un système financier autour de sa protection et avait utilisé ma fiabilité comme garantie. Amélie a ouvert un autre dossier. Le virement de 1 950 € tenté avant que je ne gèle le compte appartenait à une SARL enregistrée au nom de ma mère. La SARL événements familiaux du port avait été créée 8 mois plus tôt en utilisant son adresse personnelle. Elle n'avait pas de clients visibles, de site web ou de numéro d'entreprise. Pourtant, de l'argent du compte de traiteur du comité du patrimoine et de la ligne de crédit partagée y était passé. Une note de service indiquait: programme véhicule JD, Julien n'avait pas soudainement exigé un camion. Il se préparait depuis des mois. Leur plan était d'utiliser ma ligne pour la compte, de me faire pression pour que je co-signais, et de classer le véhicule comme une dépense d'entreprise sous la SARL de ma mère pendant que Julien l'utilisait personnellement. S'il faisait défaut, je porterais la dette. L'écart de 10 minutes entre la demande de Julien et la menace de ma mère n'était pas une réaction émotionnelle. C'était une coordination.
Pourquoi risquerait-il quelque chose d'aussi évident, ai-je demandé. Parce que ça a fonctionné avant, a répondu Amélie. Les gens deviennent négligents quand ils prennent la patience de quelqu'un pour une permission permanente. Nous avons créé une chronologie montrant chaque transfert majeur, faux fournisseurs et paiements liés aux dettes de Julien. J'ai envoyé des copies à mon avocat et à l'enquêteur de la banque. Mon avocat m'a conseillé de ne pas faire d'accusation publique tant que chaque dossier n'était pas vérifié, mais m'a dit de retirer mon nom de tous les comptes familiaux et d'exiger une reddition des comptes formels du Fonds du patrimoine. Avant de partir, j'ai trouvé un brouillon de mail que ma mère n'avait jamais envoyé. Il était adressé à plusieurs proches. Léa a accepté de garantir le nouveau véhicule de travail de Julien. C'est sa façon de contribuer après avoir été indisponible pour tant de responsabilités familiales. Elle avait annoncé mon accord avant de me le demander. Elle prétendait que le camion aiderait à transporter les fournitures pour les événements familiaux. Bien que Julien n'ait aucun rôle de transport professionnel et que son employeur n'offre aucune indemnité de véhicule, son luxe était déguisé en un avantage pour tout le monde. Ce soir-là, mon oncle a appelé. Ma mère avait organisé un dîner de mise au point familial pour dimanche. Elle voulait que j'explique pourquoi j'avais mis en danger son entreprise et l'emploi de Julien. Près de 30 proches étaient attendus, y compris des personnes qui avaient fait des dons au Fonds du patrimoine. J'ai accepté immédiatement. Mon oncle a semblé surpris. Madame Dubois a dit que tu avais peur d'affronter tout le monde. Je n'ai pas peur de les affronter, ai-je dit. J'attendais de savoir quoi apporter. Ma mère a organisé le dîner de mise au point dans une salle de banquet d'église où elle avait traiteur pour des mariages, des commémorations et des fêtes de retraite pendant des années. L'emplacement était délibéré. C'était un terrain familier rempli de gens qui l'associaient au service et à la générosité. Elle a disposé des photographies de famille près de l'entrée et a placé un panier de dons à côté d'une pancarte annonçant la prochaine réunion des Dubois. Julien se tenait près du buffet, portant un nouveau blazer et attendant des excuses. Sa suspension était devenue un licenciement. Fourniture Navale du Rhône avait découvert qu'il avait accédé au dossier des clients, contacté mes clients et utilisé les systèmes de l'entreprise pour soumettre la plainte anonyme. Julien a dit aux proches que j'avais fait pression sur l'entreprise pour qu'il soit renvoyé. Ma mère avait également perdu 2 contrats de traiteur. Elle a affirmé que j'avais détruit son entreprise, bien qu'elle ait toujours un autre compte bancaire et une carte professionnelle. Les deux étaient simplement proches de leurs limites. Je suis arrivée avec un classeur mince et une clé USB. Amélie était assise tranquillement à l'arrière. Mon avocat m'avait averti de ne pas transformer la soirée en une accusation. Je présenterais des faits vérifiés, corrigerais les mensonges et donnerais aux membres du comité accès à leur dossier. Ce qu'ils feraient après était leur décision. Après le dîner, ma mère a tapoté son verre. Nous sommes ici parce que cette famille souffre. Les choix de Léa nous ont tous affectés. Elle a dit que Julien avait besoin d'un véhicule de travail fiable, que j'avais précédemment accepté de soutenir la famille par notre arrangement de crédit partagé, et que j'avais gelé le compte sans avertissement, l'humiliant à la concession, endommageant son entreprise de traiteur et interférant avec son employeur. Julien s'est levé, je ne suis pas parfait, mais je ne méritais pas de perdre mon emploi parce que ma sœur voulait se venger. Le mot était utile. Il faisait en sorte que chaque conséquence ressemble à quelque chose que j'avais créé. Ma mère m'a invité à m'expliquer. J'ai porté le classeur à l'avant. Qui ici savait que la ligne de crédit partagée était légalement la mienne? Aucun proche n'a levé la main. C'est une technicité, a dit ma mère. C'est le premier fait, ai-je répondu. J'ai expliqué que j'avais ouvert la ligne en 2018 pour sauver son entreprise de traiteur. J'étais la garante. Elle et Julien étaient des utilisateurs autorisés, et l'accord n'autorisait que les achats professionnels avec divulgation des frais personnels. J'ai placé des copies du contrat sur la table. Sur 18 mois, plus de 34 000 € avaient été dépensés ou avancés. La majeure partie n'avait rien à voir avec le traiteur. Cela incluait les restaurants de Julien, les dépôts de Paris, les dettes, les retraits d'argent et les dépenses personnelles. Julien a ri. Elle fait passer les dépenses personnelles pour criminelles. Je n'ai pas appelé ça criminel.
Je l'ai appelé non autorisé. Ma mère a insisté sur le fait qu'elle avait approuvé les dépenses. Tu n'étais pas autorisé à les approuver en mon nom. J'ai fait les paiements, certains d'entre eux. J'ai connecté la clé USB à la télévision. Une chronologie des transactions est apparue. Le reste provenait du comité du patrimoine familial du bois. La salle a changé instantanément. Jusque-là, les proches pouvaient rejeter le conflit comme une dispute fraternelle. L'argent du comité appartenait émotionnellement et peut-être légalement à tous ceux qui avaient contribué. Ma grand-tante a demandé ce que je voulais dire. Au moins 27 virements ont été effectués du compte du patrimoine vers la société de traiteurs de maman ou sa nouvelle SARL. Plusieurs ont été suivis de paiements pour les frais personnels de Julien. Ma mère les a appelés des remboursements pour des événements. J'ai affiché 12 prétendus fournisseurs ainsi que des résultats d'enregistrement montrant que plusieurs n'existaient pas ou avaient fermé des années plus tôt. Une experte comptable judiciaire a examiné ces entrées, ai-je dit. Quiconque a contribué a le droit de demander une reddition des comptes complète. Mon oncle a demandé directement, as-tu utilisé des fonds commémoratifs pour payer les dettes de Julien ? Le visage de ma mère s'est durci. J'ai déplacé l'argent là où la famille en avait besoin. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, a-t-il répliqué. Julien s'est avancé. Tout le monde a bénéficié du travail de maman. Léa agit comme une procureure parce qu'elle déteste voir quelqu'un d'autre recevoir de l'aide. Je l'ai regardé. Tu as dit à la concession que j'avais accepté de co-signer. Tu l'aurais fait si tu n'étais pas égoïste. Ce n'est pas une réponse. Tu aides toujours à la fin. L'aveu s'est répandu dans la pièce. Il n'avait pas mal compris ma réponse. Il avait supposé que mon refus ne durerait pas. J'ai affiché le rapport de la concession montrant la tentative de débit de 11 800 € à 8h15, suivi du brouillon de mail de ma mère annonçant que j'avais accepté de garantir le véhicule. Elle m'a accusé de lire son email privé. Il était stocké dans le compte professionnel lié à la ligne de crédit que je garantis. J'ai dit, tu as annoncé mon consentement avant de me le demander. Elle s'est tournée vers les proches. J'essayais de faire en sorte que quelque chose de positif arrive pour mon fils. Est-ce un crime ? Ma tante s'est levée. Tu m'as dit que le fonds de la réunion était insuffisant parce que les coûts du traiteur avaient augmenté. Tu m'as demandé 2000 € supplémentaires. Je compte les remplacer. Ma mère a répondu par « Quoi ?» Elle n'avait pas de réponse. Des voix se sont élevées. Les proches ont exigé des relevés et ont demandé si les cadeaux de remise de diplôme avaient été réduits pour couvrir son argent manquant. Ma grand-tante a commencé à pleurer parce qu'elle avait contribué avec un revenu fixe. La réputation de ma mère ne s'est pas effondrée en un moment dramatique. Elle s'est dissoute transaction par transaction. Julien a saisi la télécommande et a éteint la télévision. Assez. Tu voulais nous embarrasser. Félicitations. Je voulais que les menaces et les mensonges cessent. J'ai répondu, tu m'as fait virer. Tu as utilisé la base de données clients de ton employeur pour cibler mes clients parce que tu ne voulais pas écouter. J'ai écouté quand tu as exigé ma signature. J'ai dit, non. Il s'est approché assez près pour que deux proches s'interposent entre nous. Tu as coupé l'entreprise de maman. Tu m'as envoyé la police. Tu as retourné tout le monde contre nous. J'ai annulé l'accès à mon crédit. Ton employeur a examiné ta conduite. La police a examiné les images de la caméra. La famille a examiné les dossiers. Je n'ai pas créé ces faits. Ma mère s'est affaissée sur une chaise, soudain incapable de contrôler quelle version les gens croyaient. J'ai placé une enveloppe scellée devant elle. Ceci est une demande formelle de reddition des comptes complète et de remboursement des frais non autorisés. Mon avocat a envoyé des copies aux parties nécessaires. Je retire mon nom de chaque compte, contrat et document commercial lié à vous ou à Julien. Elle a chuchoté, tu poursuivrais ta propre mère. J'espère que la divulgation et le remboursement rendront le litige inutile. Oh, tu choisis l'argent plutôt que la famille. Non, je refuse de laisser l'argent être le prix de l'appartenance. Ma grand-tante a retiré son enveloppe du panier de dons. Puis ma tante a fait de même.
En quelques minutes, le panier était vide. Les proches ont demandé à mon oncle de devenir trésorier temporaire. L'administrateur de l'église a informé ma mère que les futurs événements exigeraient un paiement à l'avance. Julien est sorti en claquant la porte. Personne ne l'a suivi. Avant que je ne parte, ma mère m'a regardé et a dit « Tu regretteras le jour où tu as fait ça ». J'ai remis l'accord original dans mon classeur. Non, je regrette d'avoir attendu si longtemps. À 8h15 le lendemain matin, une semaine après l'échec du débit de la concession, la banque a définitivement fermé la ligne de crédit partagé. Mon crédit est resté intact. L'accord de camion de Julien a été annulé. Les comptes de ma mère sont entrés en revue et le comité du patrimoine a gelé tous les retraits. Cette fois, mon téléphone était presque silencieux. Les conséquences ne sont pas arrivées comme une explosion satisfaisante. Elles sont venues par des lettres recommandées, des contrats annulés, des demandes refusées et des conversations que personne ne pouvait contrôler par la loyauté familiale. Julien est resté sans emploi pendant 4 mois. Fourniture Navale du Rhône a documenté sa mauvaise utilisation des informations clients, ce qui l'a rendu difficile pour lui de trouver un autre emploi de vendeur dans l'industrie nautique régionale. La concession a retenu une partie de ses frais de réservation personnelle parce qu'il avait fait une fausse déclaration concernant son financement. Il a vendu des appareils électroniques coûteux, a quitté son appartement et est retourné chez notre mère. Le pick-up noir a été vendu à un autre acheteur. Ma mère a perdu l'accès au lieu de l'église et à 2 fournisseurs préférés. Les dommages n'ont pas été causés uniquement par la ligne de crédit annulée. Lors de l'examen comptable, les fournisseurs ont trouvé des factures en retard et des registres de paiement contradictoires. Plusieurs clients ont demandé le remboursement de leurs dépôts après avoir découvert que l'argent des événements avait été mélangé avec des comptes non liés. Le comité du patrimoine a nommé mon oncle et 2 cousins comme administrateurs. Ils ont trouvé plus de 31 000 € de virements non documentés sur 5 ans. Certains soutenaient de véritables urgences, mais beaucoup ont bénéficié à Julien sans divulgation. Ma mère a accepté de vendre l'équipement de traiteur inutilisé et d'entrer dans un plan de remboursement. Si elle avait refusé, les proches étaient prêts à intenter une action civile. Pour la première fois, elle a dû s'expliquer sans que je sois à ses côtés pour adoucir la vérité. La police n'a pas pu prouver de manière concluante que Julien avait endommagé mon garage parce que les images ne montraient pas son visage. Mais la ressemblance du véhicule, le rapport d'intrusion et le calendrier sont restés documentés. Mon avocat a envoyé une lettre de mise en demeure et Julien n'est jamais revenu sur ma propriété. Mon employeur a terminé son examen et m'a innocenté. Les enquêteurs ont confirmé que sa plainte était fausse et provenait d'un réseau associé à son lieu de travail. René a restauré mes dossiers et l'entreprise a informé les clients affectés que l'allégation était malveillante et non fondée. Un client nous a ensuite référé une affaire majeure de fraude commerciale. Mon travail a mené à une promotion supervisant une petite équipe d'enquête. Je n'ai pas célébré l'échec de Julien, mais je me suis permis de célébrer que son mensonge n'était pas devenu mon identité. Les événements familiaux ont changé. Thanksgiving a déménagé chez mon oncle. J'ai été invité, mais j'ai décliné cette année-là. Une distance temporaire n'était pas une punition. J'avais besoin d'espace par rapport aux personnes qui considéraient encore la vérité comme une interruption malheureuse plutôt qu'une correction nécessaire. Certains proches m'ont accusé d'être allé trop loin. D'autres se sont excusés d'avoir cru la première histoire qu'ils avaient entendue. J'ai accepté les excuses sans prétendre que la confiance était revenue immédiatement. N'importe qui pouvait regretter d'avoir eu tort après l'apparition des documents. La confiance exigeait un comportement différent avant la prochaine crise. 5 mois après le dîner, Julien m'a envoyé un email. L'objet était « Pas d'excuses ». Il a admis avoir déposé la plainte, contacté mes clients et supposé que je finirais par signer le prêt. Il a écrit qu'il en voulait à ma stabilité financière alors qu'il se sentait laissé pour compte. Chaque fois que je le secourais, il éprouvait un soulagement suivi de honte. Au lieu d'affronter cette honte, il me blâmait. Il n'a pas demandé d'argent ni de contacter son ancien employeur. Il a dit qu'il avait pris un poste en entrepôt et qu'il était entré dans un programme de gestion de dette. Sa dernière ligne disait «
Je pensais qu'être ton frère signifiait que tu ne pouvais pas me laisser tomber. Je comprends maintenant que je continuais de sauter parce que je croyais que tu devais me rattraper. C'étaient les premières excuses de sa part qui nommaient des actions spécifiques et ne contenaient pas le mot « mais ». J'ai attendu une semaine avant de répondre. Je prends acte de tes excuses. Je ne suis pas prête à reprendre notre relation antérieure. Il n'y aura pas de compte partagé, de prêt, d'intervention professionnelle ou de visites inopinées. Le contact futur dépendra d'un comportement cohérent, pas de promesses, a-t-il répondu. Compris. Ma mère a mis plus de temps. Pendant des mois, ses messages concernaient les dossiers de remboursement, les documents fiscaux et les questions du comité. Peu avant mon 35e anniversaire, elle m'a envoyé une lettre manuscrite. Elle a admis avoir confondu protection et amour. Après la mort de mon père, elle craignait que Julien ne s'effondre s'il était autorisé à échouer. Chaque fois qu'elle couvrait une dette, inventait une excuse ou me faisait pression pour aider, elle se disait qu'elle préservait la famille. Au lieu de cela, elle nous a divisés en rôles. Julien créait les urgences. Elle gérait l'histoire et je payais le coût. Elle a également admis avoir intentionnellement détourné les dons pour la chirurgie parce qu'elle craignait que Julien ne perde son appartement et son emploi. Plutôt que de dire la vérité, elle a utilisé sa maladie parce qu'elle savait que personne ne la remettrait en question. La lettre se terminait, je lui ai appris que les conséquences étaient de la cruauté. Et je t'ai appris que l'amour signifiait la conformité. Je vous ai fait du mal à tous les deux différemment. Cette phrase comptait plus que les larmes. Elle montrait qu'elle comprenait le système, pas seulement le résultat. Pourtant, je ne me suis pas précipitée pour lui pardonner. Nous nous sommes rencontrés dans un café public. Elle a apporté la preuve de 6 versements de remboursement effectués et des documents montrant qu'elle avait fermé la SARL événements familiaux du port. Je ne te demande pas de me faire confiance aujourd'hui, a-t-elle dit. Je demande si je peux continuer à gagner cette chance. J'ai expliqué les conditions. Pas de demande financière, pas de parents utilisés comme messagers, pas de menaces concernant les fêtes ou les funérailles, pas de partage d'informations privées et pas de réécriture de l'intimidation de Julien. Si une condition était enfreinte, le contact cesserait à nouveau. Elle a hoché la tête. Je comprends. Comprends-tu? Ou acceptes-tu parce que tu as peur que je parte? Elle a répondu. Mais la peur n'est pas ta responsabilité à réparer. Au cours de l'année suivante, Julien a conservé son poste en entrepôt, a effectué des paiements de dettes et est finalement devenu chef d'équipe. Il conduisait la même berline réparée qu'il avait un jour qualifiée d'embarrassante. Ma mère a reconstruit un service de traiteur plus petit, utilisant des dépôts en espèces et une comptabilité transparente supervisée par un expert comptable externe. Leurs vies sont devenues moins confortables, mais plus honnêtes. C'était le vrai prix qu'ils ont payé. Pas seulement les emplois, les contrats d'argent et la réputation perdue, mais la perte de leur conviction que je les protégerais toujours d'eux-mêmes. 1 an après la clôture de la ligne de crédit, j'ai assisté à ma première réunion de famille depuis le dîner de mise au point. Elle a eu lieu chez mon oncle, et il n'y avait pas de panier de dons à l'entrée. Un rapport du comité imprimé était posé sur une table pour quiconque voulait le consulter. Chaque dépense des 12 mois précédents avait été documentée. Ma mère est arrivée avec 2 plateaux de nourriture qu'elle avait déjà payés pour préparer. Elle n'a pas organisé l'événement ni contrôlé la liste des invités. Lorsque les proches ont posé des questions sur son plan de remboursement, elle a répondu sans changer de sujet. Julien est arrivé dans son ancienne berline. Il m'a salué poliment et n'a pas forcé de conversation privée. Plus tard, alors que nous débarrassions les assiettes, il a mentionné qu'il avait économisé suffisamment pour remplacer la transmission si elle tombait en panne. Ça semble responsable, ai-je dit. Il a esquissé un sourire embarrassé. Ça semble plus lent que d'avoir quelqu'un qui co-signait. Plus lent n'est pas toujours pire. Non, a-t-il répondu. Parfois, plus lent, c'est la première fois que c'est réellement à toi. Nous n'étions pas soudainement proches. Je n'ai pas effacé la plainte, les menaces ou les dommages à ma maison parce qu'il avait appris à faire des paiements. Le pardon ne signifiait pas restaurer son accès précédent. Cela signifiait relâcher le besoin de revivre la blessure tout en permettant aux preuves,
et non à la culpabilité, de déterminer notre avenir. Avant que je ne parte, ma mère m'a demandé si elle pouvait appeler la semaine suivante, elle a demandé au lieu d'annoncer. La différence semblait petite, mais les familles sont souvent reconstruites par de petites différences répétées de manière cohérente. Annuler la ligne de crédit partagée n'a pas détruit ma famille. Cela a exposé la version de la famille que nous protégions, une version où la personne la plus responsable portait le plus grand fardeau. La personne la plus bruyante recevait le plus d'aide et l'amour était mesuré par la quantité de dommages que quelqu'un était prêt à absorber. Pendant des années, j'ai cru que dire non me rendait égoïste. La vérité était plus difficile. Chaque fois que je secourais Julien, je l'aidais à reporter l'âge adulte. Chaque fois que je cédais aux menaces de ma mère, je lui apprenais que la peur fonctionnait. L'aide abusive n'a pas empêché la famille de se briser. Elle a permis à un schéma brisé de continuer sans être nommé. Les limites ne sont pas des murs construits pour punir les gens. Ce sont des portes avec des conditions d'entrée. Respecte la maison. Dis la vérité. Accepte la responsabilité. Et la porte peut rester ouverte. Menace, exploite ou manipule, et la personne à l'intérieur a tout le droit de la fermer. Une séparation temporaire peut aussi être un acte de bienveillance. La distance a donné à Julien aucun autre endroit où diriger ses échecs, sauf vers ses propres choix. Cela a forcé ma mère à faire face à l'argent qu'elle avait déplacé et à l'histoire qu'elle avait créée. Plus important encore, cela m'a donné assez de silence pour entendre mon propre jugement sans leur panique qui parlait plus fort. Toutes les familles ne changent pas après avoir fait face aux conséquences. Certaines personnes perdent l'accès et passent leur vie à blâmer la personne qui a finalement dit non. La réconciliation ne devrait jamais être promise simplement parce que quelqu'un s'excuse. Le vrai changement apparaît dans les dossiers, les routines, les dommages réparés, les limites respectées et des mois de comportement que personne n'a à exiger. Ma famille n'est pas revenue à ce qu'elle avait été. C'était la victoire. Nous avons construit quelque chose de plus petit, moins sentimental et plus véridique. Je n'étais plus le compte d'urgence, la cosignataire automatique ou la fille qui devait acheter sa place à table. J'étais simplement Léa, une sœur et une fille qui pouvaient aimer les gens sans financer leur déni. À 8h15 ce mercredi matin, 63 appels manqués m'ont fait croire que j'avais causé une catastrophe. Ce que j'avais vraiment fait, c'était d'arrêter d'en interrompre une. Parfois, la conséquence qu'une famille craint le plus est la seule chose assez puissante pour lui donner une leçon. Et parfois, la personne qualifiée de cruelle est simplement la première personne assez courageuse pour arrêter de payer pour les choix des autres.